Day Trading, le podcast spécial inflation, deuxième partie. Bien le bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Écoutez, on poursuit notre sujet sur l'inflation. Dans le dernier épisode, en fait, on a eu beaucoup de plaisir. Moi, j'ai trouvé ça très intéressant. J'ai appris un paquet de choses personnellement. Et on va tout de suite se lancer dans le vif du sujet pour poursuivre notre quête vers une meilleure compréhension de l'inflation. Puis, on poursuit, dans le fond, notre série de questions. Là, la prochaine question que j'avais de noter, dans le fond, c'est que les gens, en général, n'aiment pas ça, l'inflation, mais en réalité, un petit peu d'inflation semblerait que c'est bon pour l'économie. Puis les banques centrales vont essayer en général de cibler un 2 % d'inflation. Là, j'aimerais ça comprendre pourquoi. Et je cède la parole à Yannick qui va nous expliquer ça. Ben, c'est assez simple. Dans le système économique dans lequel on vit, un 2-3 % d'inflation, c'est non seulement bon, mais c'est nécessaire. C'est-à-dire que d'année après année, il faut que les prix augmentent un peu. Placez-vous dans l'optique d'une entreprise. On veut augmenter nos prix puis nos ventes en quantité puis en valeur monétaire. Donc, on augmente un petit peu. Ça nous permet de faire un peu plus d'argent. Ça nous permet de mieux payer notre monde. Si notre monde est mieux payé, il consomme davantage. Aussi simple que ça. Donc, c'est sain qu'il n'y en ait pas trop, qu'il y en ait un petit peu, mais pas trop, parce qu'on ne veut surtout pas l'inverse, on ne veut surtout pas que les prix baissent, parce que là, comme on l'a dit au premier épisode, il y a du report de consommation. Si on sait que ça va coûter moins cher dans le futur, on va moins consommer, alors que si on sait que ça va coûter plus cher dans le futur, on va consommer un petit peu plus présentement. C'est aussi simple que ça. Ça nourrit la croissance. C'est aussi simple que ça. Donc, si on manque, il n'y a pas d'inflation, ben là, c'est le retour des matelas avec l'argent caché ou dans les bas de laine. Exactement. Les gens, dans le fond, ont peur de dépenser parce qu'ils ont l'impression, en fait, c'est vrai, ils s'enrichissent à ne pas dépenser, en fait, quand il n'y a pas d'inflation. Voilà. Donc, c'est sain, donc il faut accepter ça. Puis, dans le fond, normalement, quand on travaille, on a des augmentations, les salaires augmentent parce que les salaires vont pas toujours suivre au bon rythme, mais vont quand même augmenter aussi pour que les gens, dans le fond, puissent garder leur pouvoir d'achat. OK, c'est intéressant. Et là, dans le fond, prochain questionnement, c'est quoi l'impact d'une forte inflation sur nos vies? Là? Outre le fait qu'on dit « Ah, ça coûte cher », qu'est-ce que ça fait, dans le fond, ça? Ben oui, ça coûte cher. Donc, oui, pour bien des familles, c'est un impact direct, concret, au panier d'épicerie, à la pompe à essence, dans le loyer, ainsi de suite. Donc, une forte inflation, comme on en vit depuis quelques mois, ça a un impact direct, les gens le voient. Là. C'est pas sorcier, là, pas besoin d'avoir un cours en économie pour le comprendre. Mm-hmm. Et le problème, en fait, le vrai problème, c'est est-ce que ça va perdurer dans le temps? Hein? Si ça augmente fortement pendant 2-3 mois, même 6 mois, même 1 an à la limite, bon, écoute, on va serrer la ceinture, on va reporter des achats qu'on avait prévus, ainsi de suite. Mais si ça perdure dans le temps, là, c'est moins drôle, hein? Parce que là, c'est vraiment c'est pas une question de train de vie, c'est une question de qualité de vie. Hein? C'est pas juste en termes quantitatifs, c'est le plaisir qu'on a à vivre en quelque sorte qui est affecté. Donc, si ça perdure dans le temps, sur un plan personnel, ça va finir par nous affecter, mais surtout sur un plan macroéconomique, pas surtout, mais également sur un plan macroéconomique, c'est que là, ça va faire mal, parce que si les prix sont très élevés, la hausse des prix est très élevée pendant un long moment, on va diminuer notre consommation de façon globale dans une économie, donc l'économie va ralentir, donc l'emploi va diminuer, donc ça va faire mal à tout point de vue. Donc, une très forte inflation. Puis quand je dis très forte, là, pas besoin d'aller dans les 25-30 %, là, ça peut être ce qu'on a connu dans les derniers mois, là, 8, 9, 10 %, ça fait vraiment très mal à une économie. C'est pour ça qu'on est très préoccupé par la situation et qu'on en parle aujourd'hui, évidemment. Oui, puis qu'il faut faire attention, puis qu'il faut prendre ça par les mains, parce que, tu sais, ça peut donner des crises sociales. Venezuela, tu sais, je ne sais pas c'était combien, 600 quelques % d'inflation, je ne sais pas le chiffre, mais ça veut dire que le lendemain, tu as perdu la moitié de ton pouvoir d'achat. En quelques heures, oui, absolument. Tu sais, ça devait être une crise sociale incroyable, là. Moi, je voulais juste rajouter, parce vous parlez de Venezuela, puis des fois, on voyait l'image là sur Google, je crois, ou une vidéo, la personne qui avait une brouette remplie d'argent, puis c'était quoi, pour aller s'acheter une livre de beurre, là. Donc, quand on parle de Venezuela, inflation, c'est la première image qui me vient en tête.
Et je dirais, pas besoin d'aller dans ces extrêmes-là non plus. Là. Dès que ça monte proche de 10% ou que ça le dépasse, je veux dire, ça crée des problèmes, des tensions sociales. Pas nécessairement des révolutions, mais des tensions sociales parce que, comme travailleur, c'est tout à fait normal, on désire au moins battre ça, hein, minimum avoir le même niveau d'augmentation de salaire. Mais si les entreprises ne sont pas capables de fournir cette augmentation-là parce qu'ils ne sont pas capables de vendre leurs marchandises, leurs biens et leurs services, à un moment donné, là, il y a des grèves. Si les grèves peuvent se généraliser, il y a du mécontentement envers le gouvernement qui ne fait pas sa job. Tout le moins, c'est ce qu'on perçoit. Donc, ça peut créer des tensions sociales qui ne vont pas nécessairement jusqu'à la révolution, mais qui compliquent l'harmonie qui nuit à l'harmonie sociale et politique, tout simplement. Oui. Puis dans ce temps-là, les gens qui sont moins bien nantis, ben là, il y a comme une jalousie, dans le fond, des très, très riches, là, les gens qui sont dans l'extrême abondance. Fait que c'est sûr que ça crée des tensions et tout ça. Absolument. Ça a un autre impact aussi, dans le fond, quand il y a de l'inflation, ben là, les banques centrales réagissent. Fait que là, qu'est-ce qui se passe pratiquement automatiquement avec les taux d'intérêt? Ils augmentent. Donc, c'est là-dedans qu'on est. C'est ça. Donc, ça a un impact aussi parce que les gens, la personne qui vient de refinancer sa maison 5 ans fixe, qui a refinancé, je ne sais pas moi, 6 mois avant que ça se mette à sortir l'inflation, il a fait un très, très bon coup parce qu'il y a un taux extrêmement bas. Mais les autres qui sont en retard puis qu'il faut qu'ils refinancent après, ben là, il y a des gens. Puis en plus, quand les maisons se mettent à valoir à des prix de fou puis que les gens payent de façon pas logique, il y a des gens qui vont être vraiment dans le trouble, là, on va le dire, ça va s'en venir. On va voir des gens qui vont remettre les clés. Donc, l'importance d'avoir une discipline personnelle puis de, ce qu'ils appellent un stress test, là, on peut se le faire nous-mêmes. On n'est pas obligé d'emprunter le maximum qu'on est autorisé. Hein? Les gens, on peut réfléchir puis dire, on va en prendre un petit peu moins. Donc, ça aussi, ça a un impact. Mais je crois que on parle au Canada, les banques canadiennes ont augmenté justement les conditions. Ouais. Là, tu parles du stress test, là, mais ils ont augmenté les conditions pour... je ne sais pas s'ils ont augmenté via la mise minimum, là, mais ils ont changé les conditions. Là. Puis, au Canada, il y a 6 grandes banques. Là. On est solide ici. Je crois qu'ils font bien leur devoir comparativement ailleurs. Puis, tu parlais d'hypothèque. J'avais la conversation un matin avec ma conjointe. Elle a dit qu'elle a signé à 1,4% il y a quelques années, fermé. Puis là, il va falloir qu'elle renouvelle. Mais je ne sais plus, ça va être quoi? Ça va être 4, 5, 6% peut-être fermé. Je sais. Et plus peut-être, là, on verra. On tourne ça aujourd'hui le 26 juillet 2022. On verra dans un mois ou deux où ça va être rendu, mais au rythme que ça l'augmente. Puis c'est ça, je n'ai pas encore fait l'exercice, mais qu'est-ce que ça représente? Les auditeurs devraient le faire. Qu'est-ce que ça représente, là? On va dire une hypothèque de 200 000 – 300 000 avec un taux fermé à 1,5% comme on pouvait avoir, puis que maintenant, il va falloir renouveler peut-être à 6, 7, j'ai aucune idée, 6-7%. Oui, je le sais, ça va peut-être être dispatché, je ne sais pas le terme en français, ça va peut-être être amorti sur l'intérêt, puis ils vont rallonger un plus grand amortissement, mais quand même, je pense pas qu'il y a beaucoup de monde qui vont remettre les clés, là, sauf qu'au lieu de payer sur, exemple, une hypothèque de 500 $ par mois, le pourcentage d'intérêt va être beaucoup plus élevé versus le capital. Là. Fait que là, ça va faire... C'est quoi? Ça va-tu faire comme en Angleterre? On va avoir des hypothèques sur 40 ans. On va payer ça à vie, nos hypothèques. Mais bref, je ne sais pas. Là, on a pratiquement la même âge. Là, on a juste vécu des baisses de taux d'intérêt. Là, maintenant, on est en cycle haussier. J'ai bien hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Et l'impact va être aussi sur les jeunes ménages qui achètent une première propriété. Là. Je veux dire, là c'est... Oui. Justement, tu parlais de stress test, mais à un moment donné, c'est que là, OK, on va aller au maximum de notre capacité, mais là, le maximum de notre capacité, il vient de baisser en titi. Là. Mm-hmm. Fait qu'il y a... Bien, on déborde, mais nous, quand on a acheté nos maisons, peu importe, on payait quoi, 300 400 000, on pouvait avoir quelque chose d'intéressant. Maintenant, moi, si je pense à mes enfants qui ont 17 ans, s'ils veulent, oui, on peut en trouver des maisons à 200 300 000, mais il faut avoir l'œil ou s'acheter un condo, mais avoir une belle petite maison, coquette, clé en main, là, de nos jours, une maison à 200 000 300 000, faut y donner de l'amour, il faut rénover tout ça, mais une belle maison là, à 300 000 qui n'a rien à faire, ça n'existe plus, je crois. Et puis, c'est ça, nos enfants, c'est quoi s'ils veulent une maison confortable, un peu comme nous, on s'est payé dans notre temps? Je crois que c'est à partir de 5, 6, 700 000. Là, puis ils n'ont pas les moyens, là, surtout avec nos jeunes, maintenant, les milléniaux. Là.
Là, c'est un peu d'éditorial, là, mais ils veulent pas, ils veulent beaucoup d'argent, puis ils veulent pas trop travailler. Donc, je ne sais pas, ça va chier dans le bacu plus tard, ça. Puis j'ajouterais aussi que la hausse des taux d'intérêt, c'est pas juste l'hypothèque, hein, c'est les taux d'intérêt à la consommation. C'est les prêts personnels, c'est les marges de crédit, c'est les cartes de crédit. Et quand on est un peu plus précaire, quand on est moins en moyen, on est souvent très dépendant du crédit, souvent du crédit à court terme, pour aller de mois en mois. Et ça, pour plusieurs ménages précaires, la hausse des taux d'intérêt, même si elle n'est pas énorme, on s'entend que historiquement, là, les taux sont encore super bas présentement. Là. Que ce soit l'hypothèque ou les prêts personnels ou ce genre de choses-là. Mais pour une tranche de la population qui a de la misère, qui a mal au budget, qui a de la misère d'arriver de mois en mois, même une petite hausse d'intérêt ou même des taux d'intérêt assez bas encore, mais qui sont augmentés, ça peut faire mal. Des fois, écoutez, c'est une réalité de payer son épicerie avec la carte de crédit pour bien des familles. Ça existe. Puis faut pas jeter la pierre sur l'irresponsabilité. Il y a un paquet de situations. Et à ce moment-là, je veux dire, c'est très préoccupant pour ces gens-là. Puis ce qui est préoccupant, c'est qu'on est dans une société de crédit énorme. Qu'on soit riche ou qu'on soit pauvre, l'endettement est énorme. Et donc, une hausse de taux d'intérêt, même si il demeure, ce taux d'intérêt relativement faible historiquement, peut faire mal à bien des gens. Des pauvres comme des moins pauvres, d'ailleurs. Exactement. D'où l'importance de s'éduquer, de se discipliner, d'en apprendre plus, comprendre, mieux gérer son argent. Dans le fond, épargner, mettre de l'argent de côté. Mais comme tu dis, quand la personne n'arrive même pas à payer son épicerie, elle ne va pas mettre de l'argent de côté. Là, elle va nourrir sa famille puis sa particularité. Un autre impact, dans le fond, qu'on remarque aussi en ce moment, quand les taux d'intérêt montent à cause de l'inflation, les taux d'intérêt montent, qu'est-ce qui arrive au marché boursier? François, l'expert, qu'est-ce qui arrive en général? Ben, le monde se réfugie surtout dans les obligations. Hein. Les marchés boursiers chutent, qu'est-ce qu'on vit présentement, puis le monde investisse peut-être un peu plus dans les obligations. Donc, c'est un processus normal. Là. Les taux d'intérêt montent, donc rappelez-vous, là, on parlait comme des vieux, là, mais nos grands-parents qui avaient des obligations à 20 puis 30 %, ben, c'est la même chose, nos hypothèques étaient plus hautes. Là. Donc, dites-vous que si vous payez plus cher d'hypothèque, vous allez pouvoir vous acheter des obligations avec des rendements un peu plus intéressants qu'on a eu dans le temps, là, à 1 ou 2 %. Donc, qu'est-ce qu'on voit à la bourse présentement? Oui, c'est les hausses de taux d'intérêt, mais c'est comme on disait tantôt, la géopolitique, là, avec ce qui se passe en Ukraine, tout ça. Mais qu'on soit un petit peu plus stable côté boursier, les marchés vont... Je ne dis pas que les marchés vont tout le temps tomber. Avec les hausses de taux d'intérêt, généralement, ça met une douche d'eau froide sur les marchés boursiers. Donc, le monde va commencer à migrer vers les obligations. Là. Fait que peut-être qu'un jour, pas peut-être, je crois que oui, on va pouvoir s'acheter des obligations entre 5 et 10 % là, avec de rendement. Là. Pas demain, là, mais c'est des vases communicants. Hein. On enlève à un puis on leur donne à l'autre. Là. C'est ça. Donc l'incertitude fait en sorte que les gens vont choisir des produits qui sont plus garantis, là, qui ont moins de chances de tomber. La bourse, c'est jamais garanti à 100 % mais des obligations, généralement, c'est garanti, mais c'est ça. Il faut faire des choix. Puis comme on parlait, là, le but, c'est de se diversifier. Pas être 100 % en bourse, 100 % obligations. Hein. Avoir un portefeuille diversifié. On va passer à l'autre sujet, dans le fond, qui est quand même important, puis qui peut-être bien des gens vont se questionner, mais comment on se protège? Qu'est-ce qu'on peut faire, dans le fond, pour essayer de ne pas trop être victime de l'inflation quand elle est importante, selon vous? Faire un potager. Un potager, oui, c'est une méthode. Non, mais c'est une métaphore pour dire qu'il faut voir à long terme. Parce qu'un potager, hein, tes tomates, ils ne pousseront pas le lendemain que tu les sèmes. Et d'être le plus autonome possible, je pense. Je ne suis pas conseiller financier, puis fiez-vous surtout pas sur moi. Mais je pense que c'est la règle générale, c'est de ne pas être contraint, d'autant qu'on le peut, évidemment, là, de ne pas être contraint par l'extérieur, d'être le plus libre possible, le plus autonome possible, financièrement. Et oui, ça peut être un potager, c'est pas une semi-blague, ça peut être faire sa bouffe. T'en parles au sens figuré, mais au sens propre aussi. Là, les potagers Vincent Busque, ceux qui connaissent notre fiscaliste en chef, il parlait cette semaine qu'il s'était fait un potager et qu'il faisait pousser ses légumes. Puis je crois qu'il fait ça pour le plaisir, là, mais quand même, ça peut être une partie quand même importante de notre
facture d'épicerie. Là, Absolument, absolument. Donc, ce qu'on est en train de dire, c'est qu'on doit adapter nos comportements. Exactement. D'être plus prévoyant. Ou moi, ce que j'aime bien aussi comme idée de me protéger, mais juste d'être propriétaire de quelque chose, là, une maison ou quelque chose, ça nous protège aussi parce que quand il y a de l'inflation, au moins, l'immobilier en général va suivre, va monter aussi. Donc, ça en est une façon. C'est sûr que la personne qui est à loyer, ben, l'impact est plus grand, là, directement. Tu n'as pas l'opportunité à côté. Même s'il faut faire attention, une maison, ça reste un coût, c'est pas juste un investissement. Ça coûte cher aussi. Puis souvent, quand on a une maison, ben, des temps caillettes, puis là, on rénove, puis on en met plus, puis ça coûte plus cher que si on était à loyer, mais en même temps, ben, il y a l'opportunité qu'il peut y avoir une plus-value, dans le fond. Ben, faire une parenthèse, parce que là, on parle de posséder une maison. Moi, j'ai déjà entendu des personnes dire posséder une maison versus être en loyer toute sa vie. C'est pas nécessairement mieux. Là, oui, le prix des maisons a beaucoup explosé, là, mais c'est pas nécessairement mieux d'être propriétaire. Là. À un moment donné, ça serait peut-être un sujet de podcast, là, faire venir quelqu'un qui est pro-loyer versus quelqu'un qui est pro-posséder une maison. Puis je suis sûr qu'en faisant tous les calculs avec l'inflation, oui, le prix de la maison qui augmente, mais les loyers n'augmentent pas aussi vite que ça, puis les coûts reliés à une maison, on a des maisons, là, on sait comment ça coûte, là, c'est pas juste l'hypothèque puis les assurances. Là. Fait que ça... Je peux-tu te passer mon plombier qui est sur la ligne? Pour le coup, ouais, j'avoue. Oui, c'est ça. Il faut être manuel. Moi, j'ai des réparations à faire là, la maison a 42 ans ici. Là. Je connais. Wouhou! Il y a un très bon livre, François, qui s'appelle « Un chez-soi à son coût ». Je vais mettre le lien que j'ai lu il y a plusieurs années qui fait l'exercice, qui dit c'est pas tout le monde. Effectivement, il y a des cas où tu es mieux de ne pas avoir une maison. Ah oui, OK. Parce que dans une maison, tu as une portion investissement, mais tu as une grosse portion qui est consommation, parce que souvent, on vit dans plus grand qu'on aurait besoin. Donc ça, il faut l'accepter. C'est très, très bon livre, vraiment détaillé. Intéressant comme titre, très intéressant. Oui, puis il y a un équivalent pour la voiture aussi. Je ne me souviens pas du titre, là, mais il y avait un livre aussi pour la voiture, puis c'est quand même des bonnes briques. Puis j'avais lu ça, là, puis c'était... il essaie de faire toutes les situations, tous les scénarios. C'est vraiment intéressant. Les scénarios, oui. Tu sais, maintenant, là, avec les voisins gonflables ou autres, là, on a toutes, on n'a pas toutes, là, maintenant. On a une porte de garage ou 2 portes de garage. Hey, on condamne 500 pieds carrés de notre maison. Ah non, c'est fou. Chauffé pour un véhicule qu'on peut laisser dehors avec un carport, puis ça fait la job. Là. On peut juste acheter un démarreur à distance. Là. Mais là, on stationne nos autos dans la maison, on prend 500 pieds carrés. Hey, ça peut être 2-3 chambres, ça. Là. Exact. Tu pourrais te mettre à louer, avoir des locataires. Tu pourrais... J'avais une autre réflexion pour s'en protéger, puis c'est quelque chose que j'avais vu, puis j'avais trouvé ça fou, puis c'était comme un peu démesuré. C'est que j'ai vu des gens, d'après moi, ils ont changé d'idée là, mais dès le début où ça s'est mis à monter l'inflation, ils se sont mis à s'endetter pour se protéger. Parce qu'ils ont dit, si j'emprunte à du 2 puis que l'inflation est à du 8 je m'enrichis. Ça, c'est un plan... tant qu'à moi, à long terme, ça peut être très dangereux, là, parce qu'effectivement, le jour où les taux remontent puis que tu n'as pas été capable de le rembourser parce que tu as joué ce game-là, tu vas rouler en petite boule dans le coin puis tu vas peut-être pas heureux. Tu as raison, mais s'endetter sur quoi? Il n'y a rien de valeur sûre dans la vie. Des maisons, c'est pas sûr. Des terrains, c'est pas sûr, mais il ne faut pas se passer sur le passé. Le passé n'est pas garant du futur, mais quelqu'un qui s'endette, là, comme tu dis, il sort, on va dire, un 100 000 d'hypothèque parce qu'il ne sait pas quoi faire avec cet argent-là, il veut combattre l'inflation, bien, on peut s'acheter, là, c'est facile à dire par après, mais on le sait, depuis la nuit des temps, c'est bien de posséder une maison ou un terrain. Posséder un terrain, c'est posséder quelque chose, là, puis un terrain... veut pas, sur la planète, il y a tout le temps plus de monde. Là. Donc, à un moment donné, il va y avoir moins de place. Un terrain, ça prend de la valeur. Des maisons, ça prend de la valeur. Donc, tu sais, comme l'exemple que tu dis, je vais sortir mon argent pour combattre l'inflation, puis je vais m'endetter. Oui, s'endetter d'une certaine façon. C'est pour consommer. Pas juste dépenser pour dépenser. Là. Ouais, c'est non, ça. c'est ça. Puis tu parles de terrain. La terre, il s'en fabrique plus, hein? Non, c'est ça, c'est pas... Il y a un stock limité, c'est la seule affaire qui a un stock, ou presque, il y a un stock limité sur la planète avec les métaux, c'est la Terre. Fait qu'il s'en fabrique plus. Ça peut pas être une mauvaise idée. Fait qu'on a quelques petits trucs ici. On poursuit. Dans le fond, pour terminer ce sujet, ça passe effectivement très, très vite. Dans le fond, à quoi est-ce qu'on doit s'attendre là, dans les prochains mois, années? On n'a pas de boule de cristal, évidemment, mais si on avait une opinion à donner, là, qu'est-ce que vous auriez comme vision de ce qui s'en vient, messieurs? Moi, je dirais rapidement que compte tenu que les pressions inflationnistes sont encore grandes et que les banques centrales
malheureusement, à mes yeux, voient ça comme une inflation normale, standard, alors que c'est pas le cas. Comme je le disais un peu plus tôt, c'est essentiellement un problème mondial. Ils vont continuer à augmenter un peu les taux d'intérêt, mais d'après moi, ça va s'essouffler assez rapidement parce qu'il y a trop de bons signes avant-coureurs que le pire est derrière nous. Je dis pas que le soleil va briller puis qu'on est au pays des licornes présentement, et j'ai pas plus de boules de cristal que vous deux, mais d'après moi, le pire est derrière nous et les banques centrales vont augmenter encore un peu les taux d'intérêt, mais ça va ralentir cette augmentation-là. Autrement dit, on est dans une phase de consolidation à mes yeux et on va retourner tranquillement. Est-ce que ça va être sur 2 trimestres, sur 1 an et demi, je ne sais pas, mais on va retourner tranquillement à une certaine stabilité dans l'économie mondiale, à moins qu'il nous arrive évidemment une autre mauvaise loc par la tête comme l'ont été la pandémie et la guerre en Ukraine, ce qui peut toujours arriver. Ou une catastrophe écologique, ou peu importe, là, on n'est pas à l'abri de ça. Là. Absolument, absolument. Les marchés boursiers, eux autres, comme on parlait tantôt, n'aiment pas les imprévus. Là, présentement, les marchés boursiers, je crois, comme Yannick a dit, sont en train d'escompter. Ils savent qu'on va être dans un cycle haussier de taux d'intérêt. Ils savent où est-ce qu'on s'en va, les marchés boursiers. Donc, à moins d'une autre guerre ou une autre pandémie, oui, ça peut donner un gros coup par en bas. Mais encore là, on est qui pour dire que c'est le bas des marchés ou de voir l'avenir? Mais je suis un peu dans le sens de Yannick. Je crois que le pire est derrière nous parce que là, la bourse, c'est tout le temps une question de 6 mois ou 1 an d'avance qui anticipe. La bourse, ils savent là où on s'en va. Donc, déjà, Poutine, la guerre, on n'entend plus beaucoup parler. C'est déjà tout pricé dans les marchés. Fait qu'à moins, un peu comme les chiffres économiques, à moins qu'il y ait une surprise externe, mais présentement, si on veut mettre ça comme un chiffre, on s'attend à 5, mais présentement, la bourse a pricé 5. Donc, même s'ils montent les taux d'intérêt comme là, présentement, le 26 juillet, cette semaine, la Banque américaine risque de monter les taux de peut-être 75 points de base ou peut-être même 1 point de base. Oui, les marchés vont shaker un peu, mais c'est déjà pas mal escompté d'avance. Donc, encore là, je ne veux pas dire que c'est le bas pour les marchés, mais avec une chute de quasiment 30% des indices, je ne suis pas prête à dire que c'est le bas, mais qu'en zone de consolidation, peut-être repli encore, mais je pense que le pire est derrière nous. Là. Puis la bourse, la bourse, là, c'est le poumon c'est le poumon de l'économie. Fait que là, avec la bourse qui chute tranquillement, les gros coups ont été faits. On est en période de consolidation. Je pense qu'on est comme on est sorti du respirateur artificiel. Je ne sais pas si comme la bourse était sur le coma, mais là, elle est comme réveillée puis est en train de se remettre tranquillement. Donc, espérons que le meilleur est à venir. Là. Ben écoutez, c'est quand même plus optimiste que ça aurait pu être pire comme « Oh non, ce n'est que le début », mais en fait, on ne le sait pas, mais au moins, on est optimiste. Fait qu'au moins, on peut terminer sur une belle note, c'est toujours plus encourageant. Fait que je vais y aller un petit peu comme en conclusion. Là. Dans le fond, ce que j'ai envie de partager, c'est que l'inflation, ben, elle fait partie de notre vie. Elle va toujours faire partie de nos vies, elle va toujours être là. On peut espérer qu'elle ne reste pas haute trop longtemps, mais il faut la considérer dans la gestion de nos actifs, puis de nos dépenses aussi, puis de notre consommation. Puis puis ce qu'on cherche à faire comme trader, parce qu'on reste dans le podcast de day trading, c'est qu'on cherche à la battre au moins pour avoir un rendement positif absolu. Parce que pour avoir un rendement, il faut battre l'inflation plus un rendement. Donc, c'est le défi de l'heure à relever. Ben, j'espère pour vous, pour tout le monde, que vous allez réussir à le relever. Hein, c'est ça qu'on cherche à faire. Tu parlais d'inflation, puis c'est de battre l'inflation. Oui, il faut battre l'inflation en tant qu'investisseur ou trader, mais je veux dire, Yannick pourra confirmer, là, on ne peut pas avoir une inflation à 8-10% soutenue de même. Là. À un moment donné, ça ne peut pas fonctionner. Là. L'inflation, c'est quoi? 2, 3, 4, 5%? Je veux dire, on ne peut pas être à 8-9%. Yannick, combien? Sans avoir une boule de cristal, ça ne peut pas durer longtemps de même. On peut ça être à 10% pendant 4-5 mois encore? Non, d'après moi, non. Surtout que les autres indicateurs sont positifs. Tu parlais de dépenses à la consommation. Si on regarde l'indice des prix industriels, si on regarde le taux de chômage, qui est super bas. Je veux dire, si tu as un taux de chômage super bas, c'est que ta machine va bien. Là. Oui, c'est aussi simple que ça. Je veux dire, on embauche du monde, on a de la misère à en embaucher pour produire des biens et des services. C'est que l'économie va bien quand même quelque part de façon fondamentale. Donc, il y a d'autres indicateurs qui sont très positifs qui me font dire que l'inflation ne pourra pas être aussi élevée. Et même si elle était aussi élevée, on va pouvoir mieux la gérer justement parce que le reste va bien. Ben, c'est une très bonne nouvelle.
C'est merveilleux. Je termine avec ma maxime, qui est une petite tradition ici qu'on a, que j'ai créée spécialement pour ça. C'est, dans le fond, l'inflation est à l'investisseur ce qu'est le sucre à notre tour de taille. On en veut un petit peu, mais la démesure peut causer de sérieux problèmes de disproportion. Bon trading à tous.